Donc, intervention longue du docteur Souvet, mais je crois qu'elle avait le mérite d'être claire. On a entendu Étienne concernant, mais lui, c'est pas un médecin. Donc, on avait aussi besoin d'avoir un avis médical sur la question. Vos premières réactions, quand vous entendez un petit peu de dire qu'il y a des influences sur l'électroencéphalogramme à partir de 0,7 volts par mètre, quand on entend la liste à l'après-vert de toutes les maladies constatées dans les enquêtes, quand on entend un certain nombre de problèmes liés au mal-être général, quand on voit la disposition massive d'antennes sur les immeubles, comme on le verra tout à l'heure dans le reportage fait par les habitants des Canourgues. Donc aujourd'hui, le risque sanitaire n'est pas suggéré par ce médecin en disant qu'il y a peut-être un risque, il est affirmé. Donc, et il dénonce le manque d'adaptation de la loi sur ces questions-là. Alors, qui a envie de réagir sur ça? Nous, on était très très surpris à la fin du reportage. On pensait avoir quelqu'un de plutôt modéré. Et en fait, Dr Souvet, là, qui va devenir prochainement le président de l'association française, la FEP, pour l'instant c'est une association provençale, mais ça va devenir une association nationale. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de réagir? Peut-être Étienne, si vous voulez commencer? Il a parfaitement raison, c'est-à-dire qu'il est donc lui cardiologue. C'est dans le journal du dimanche, il y a 2 semaines, que l'appel des 20 a été lancé, en majorité des cancérologues. Et il a évoqué le rapport Bioinitiative. Le rapport Bioinitiative est le plus grand rapport jamais réalisé sur la question. C'est ce qu'on appelle une méta-analyse qui prend en compte plus de 1500 études. Et pour la première fois, les scientifiques parlent du mot preuve. Donc, les gens qui essayent de faire croire qu'on ne sait toujours pas, c'est une fiction. On sait. On en sait largement suffisamment. Et toujours dans mon bouquin, j'ai interviewé le professeur Ole Johansson, qui est un des rédacteurs du rapport Bioinitiative. Il dit qu'on en sait largement assez pour savoir que les normes actuelles sont complètement hors jeu et qu'il faut des normes extrêmement plus restrictives pour respecter la santé publique. Donc j'ai rappelé tout à l'heure, c'est possible en France. On a déposé au Grenelle de l'environnement une proposition qui permettrait de tout régler, et pour l'instant l'administration ne le fait pas. Au niveau des collectivités locales, il a été évoqué par le professeur Souvet la charte de Paris, qui est effectivement la moins pire des chartes signées en France, puisque la plupart des chartes, enfin même l'intégralité, sont des chartes gadgets, où les opérateurs s'engagent à respecter la loi. C'était bien la peine de signer une charte pour ça. La charte de Paris a ceci de bien qu'elle permet que les industriels sortent de la clandestinité technique, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de donner le plan de l'existant, l'endroit où se trouvent les antennes, de communiquer le plan de déploiement, c'est-à-dire les antennes qui vont venir. Et dans certains cas, pour les mairies d'arrondissement qui jouent le jeu, il y a des concertations qui sont organisées avec la population qui va être riveraine, et à force de faire marcher cette charte, dans certains cas, cet avis est pris en compte. C'est un peu trop souvent en fonction du nombre de personnes qui se trouvent présentes dans la salle, mais ça marche. Il y a d'autres mairies, je pense à la mairie de Pantin, par exemple. Pour revenir à la charte de Paris, il y a quand même aussi des contradicteurs qui disent que ça a été surtout de la communication plus que de la réalité. Alors, on en fait partie, nous, à Robin des Toits, parce que le fameux seuil de 2 volts par mètre en moyenne sur 24 heures, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la politique spectacle, ça correspond à rien de précis. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est aussi un contre-argument que maintenant utilisent les opérateurs en disant regardez la charte de Paris, mais c'est d'abord une communication municipale avant d'être une réalité sur le terrain. Alors, c'est amusant qu'ils disent ça parce qu'avant ils hurlaient en disant qu'on avait déjà descendu le seuil à Paris. Mais concrètement, effectivement, ça ne change rien. Donc, ce que les mairies peuvent faire, et si une mairie toute seule ne se sent pas suffisamment forte, c'est s'unir à plusieurs mairies pour demander des chartes, donc c'est des accords de gré à gré,
en obligeant les opérateurs à adopter un seuil maximum de 0,6 volts par mètre pour la téléphonie mobile, voire 1 volt par mètre si on rajoute le Wi-Fi et le WiMAX. Et le bon moyen de pression, c'est de leur dire, puisqu'il y a toujours des capacités pour les opérateurs de mettre des antennes sur l'emprise domaniale des villes, c'est-à-dire ce qui dépend strictement de la ville, plus les bailleurs sociaux, de leur dire, si vous ne voulez pas, soit on annulera les conventions, soit on ne les renouvellera pas. Donc on peut imposer aux opérateurs le principe de précaution sanitaire. Est-ce que le risque aujourd'hui de changer l'implantation des antennes, c'est pas déshabiller Pierre pour déshabiller Paul? Quand on parle de 0,6 volts par mètre, est-ce que ça veut dire que c'est sur la totalité de la commune? Ou alors ça veut dire qu'à un moment donné, on aura des zones fortes, des zones faibles, parce que finalement la répartition fait qu'à un moment donné, on ne fera que réaménager finalement des zones, et sans pour autant dire que est-ce que c'est 0,6 volts en moyenne ou c'est 0,6 volts constant? C'est un seuil maximum indépassable et non moyen. C'est pas très joli ce que je viens de dire en français, mais comme ça on est sûr. Répétez. Seuil maximum indépassable et non moyen. Tout le monde a bien entendu? Indépassable. Voilà. Et donc on parle d'exposition. Après, c'est techniquement qu'on arrangera l'émission des antennes. Donc là, on parle de l'exposition, c'est-à-dire que les gens qui sont les plus proches d'antennes relais ou de bornes Wi-Fi ne doivent pas être exposés à plus de 0,6 pour la téléphonie, ou si on prend la téléphonie et la Wi-Fi en même temps, pas à plus de 1 volt par mètre. Les gens les plus proches de ces dispositifs. C'est parfaitement réalisable et ça se fait ailleurs. Comme le dit le professeur Souvet, c'est 0,6 volts parce qu'on a constaté qu'à 0,7 volts, il y avait des influences sur l'électroencéphalogramme. Pour la téléphonie mobile, oui, pour la troisième génération. D'accord. C'est-à-dire la 3G. Alors, deux interventions qui sont à venir. Je crois qu'il y a Cécile il y a Cécile et Caroline. Donc Cécile qui, elle, a, je dirais, travaillé autour justement de l'école où sont ses enfants. Et justement, elle s'est confrontée aussi à l'exactitude des données. C'est-à-dire que, est-ce que vous pouvez nous en parler, Cécile? Oui. Donc dès que j'ai appris qu'il y avait des antennes proches de l'école, donc je me suis renseignée sur Internet, notamment sur le site de la NFR. J'ai vu que sur Salon, il y avait pas mal d'antennes, de radiotéléphonie, et notamment proche de l'école de mes enfants. Donc j'ai regardé les mesures, j'ai regardé les normes, et donc j'ai interrogé, je me suis retournée donc, vers le maire. Voilà. Donc on a eu plusieurs rendez-vous, plusieurs courriers. Donc c'est vrai que les collectivités souvent sont, enfin je ne veux pas parler en leur nom, mais il y a beaucoup de problèmes à gérer et celui-là qui vient se greffer en plus. Mais il est de taille, je pense qu'aujourd'hui c'est important de résoudre, mais aussi de prévoir une harmonisation de tout ça. Donc c'est pourquoi voilà, on a demandé à la collectivité, donc à la mairie, un certain nombre de choses, notamment un plan d'action. Voilà. Donc après, alors, il y avait histoire de 2 mesures qui ont été faites. Oui. Donc, suite à nos premiers courriers, on a demandé que d'autres mesures soient faites parce que toutes celles qui étaient sur le site dataient de 2003 et certaines de 2005. Je parle sur l'ensemble de Salon. Donc c'était un petit peu vieux quand même comme mesure. Donc suite à ça, la mairie a pris en compte notre demande et a fait une mesure notamment sur l'école Michelet, pour ne pas la citer, en décembre 2007. Et cette mesure s'est avérée 135 fois supérieure à celle de juillet. Toujours, c'est passé de 1,7 volts par mètre à 4,5 volts par mètre. Sachant que cette deuxième étude avait été faite à la demande de la mairie, par un organisme indépendant. Tout à fait, je tiens à le souligner. La mairie a joué le jeu par rapport à ça. C'est bien, mais je pense que la porte est entrebâillée. Maintenant, il faut l'ouvrir en grand. Alors, voilà. Juste sur ces histoires, avant que Caroline nous réponde, justement, quand aujourd'hui les mesures, Étienne, sont faites, est-ce qu'elles sont faites en toute indépendance? Comment sont-elles mesurées?
quels sont un peu les critères pour savoir le niveau d'exposition? Parce qu'on dit, oui, au pied d'une antenne, il y a moins d'irradiation. Le professeur Souvet dit qu'il y a l'antenne, le faisceau principal et le faisceau secondaire. Aujourd'hui, quelles sont un petit peu les conditions de prise d'éléments techniques qui fait qu'à un moment, on a des personnes qui ne dépendent pas des opérateurs ou des gens qui ne passent pas un coup de téléphone pour venir baisser l'émetteur avant de prendre les mesures. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sûr de ces mesures et pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que nos élus disposent exactement de mesures avec des organismes totalement indépendants? Alors, tout d'abord, quand on dit que, et c'est souvent le discours des industriels, qu'il y a des missions que en face, c'est un mensonge. Il y a ce qu'on appelle, et c'est rare qu'il y ait un peu de poésie dans ce dossier, on appelle la marguerite autour d'une antenne. Donc vous avez le faisceau principal, et puis vous avez des lobes secondaires sur les côtés, en dessous, au-dessus. Donc pour les gens qui habitent en dessous, suivant la nature des éléments qui composent les bâtiments dans lesquels ils habitent, il peut y avoir réflexion d'émission, ou atténuation, ou amplification. Donc on ne peut savoir qu'en faisant des mesures. La mesure, on va dire, c'est le thermomètre pour savoir à combien est le patient. Il y a des moments où on n'aura pas de soucis, et il y a des moments où, au contraire, on va appeler ça des points noirs, où on dépasse les seuils sanitaires. Pour nous, à Robin des Toits, qui ne sommes pas effectivement scientifiques, on est en position d'analyste. On suit ce que disent les scientifiques indépendants, puisqu'il y a beaucoup de scientifiques qui disent pas de soucis, mais qui sont en lien financier direct ou indirect avec les industriels du secteur. Donc on suit ce que disent les scientifiques indépendants. Dès qu'on dépasse 1 volt par mètre, il va y avoir des problèmes qui commencent. Et nous, de manière empirique, au niveau des gens qu'on aide, puisqu'on est une association nationale, c'est partout en France, on voit que dès qu'on dépasse 1 volt par mètre, des problèmes apparaissent. Donc le seul bureau de mesure dont on peut dire sans problème qu'il est indépendant, c'est le CRIREM. C'est le centre de recherche et d'information indépendante sur les rayonnements électromagnétiques. C'est un petit frère de la CRIRAD et c'est le seul dont on peut dire qu'on a une garantie de confidentialité sur les émissions. Pour les autres, qui sont agréés COFRAC, ce sont des bureaux commerciaux, hein, le CRIREM c'est une association de scientifiques. Pour les autres, on n'a malheureusement aucune garantie de confidentialité. Ça ne veut pas dire qu'il y a des manipulations tout le temps, mais depuis le jugement du 2 mai 2006 sorti par la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, on sait qu'il y a des bureaux de contrôle qui, dans certains cas, ont prévenu les opérateurs avant les mesures, du moment, de l'endroit, du jour précis, etc. Et on ne trouvait pas grand-chose ce jour-là. Donc, sur tous les autres bureaux de contrôle, autres que le CRIREM, à l'heure actuelle, on n'a aucune garantie de confidentialité. C'est pas sûr que ça soit toujours bizarroïde, mais c'est pas sûr que ça ne le soit pas. Voilà. Donc, pour faire une vraie campagne de mesure, pour l'instant, on n'a que le CRIREM pour être sûr du niveau d'exposition de la population. Alors, ces mesures, est-ce qu'elles sont faites de manière... Parce que là, j'entendais des mesures qui datent de 2003, 2004, 2005. Ça fait des mesures... entre-temps, ils poussent des antennes, quoi. Je veux dire... ça veut dire que la fréquence, pour que ce soit à peu près viable, de mesures d'antenne, ce serait tous les combien? En fait, à partir du moment où on aura un vrai seuil d'exposition du public déterminé, soit sur le territoire, soit sur une région, soit dans une collectivité locale. La vraie solution, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des mouchards électroniques, c'est-à-dire des sondes de mesure en continu, que la population, c'est bien si c'est fait en accord avec la population, parce que c'est une garantie de transparence, donc la collectivité locale, association, population, déplace de manière aléatoire ces sondes, ce qui permet de savoir en permanence, sans évidemment là que les industriels soient au courant, savoir exactement à quoi sont confrontés et quel est le niveau d'exposition de la population. Ce qui compte, c'est l'exposition des gens. Alors Caroline, donc beaucoup d'informations sur ce plateau. Je sais que c'est pas facile pour une collectivité locale. Tout à l'heure, vous nous avez fait part
du respect de la loi et de l'obligation des collectivités à respecter la loi, d'un certain aussi nécessité de prendre le problème, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de... Vous êtes au développement durable, ce n'est pas forcément des politiques qui sont appliquées depuis très très longtemps en France. On est à la veille de mettre en place un agenda 21 sur la ville de Salon-de-Provence. Quand vous avez des interpellations comme ça de parents d'élèves sur une école, pour vous, comment vous appréhendez aujourd'hui la chose ? Quand vous avez entendu Étienne Sandrier, le docteur et le professeur Souvet, comment aujourd'hui vous vous sentez en tant qu'élu un petit peu responsable de la santé publique et justement de la qualité de vie des personnes habitant votre commune? Oui, effectivement. Donc, très concrètement, nous, on a commencé à travailler. Hein. On a créé une commission municipale avec différents élus, l'élu à l'urbanisme, l'élu à la santé et moi-même. Nous avons travaillé avec les services de la mairie. Nous avons rencontré déjà à 2 reprises les opérateurs, donc pour engager le dialogue, réengager le dialogue. Juste pour situer, Salon avait déjà signé une charte en 2005 avec les opérateurs, charte dans laquelle, bien sûr, les opérateurs s'engageaient à respecter la loi, mais également il y avait un engagement de transparence et d'information, c'est-à-dire que les opérateurs s'engageaient à informer la municipalité de toute implantation d'antennes. Ils s'engageaient également à effectuer les mesures à la demande, c'est-à-dire si un citoyen faisait la demande d'une mesure, il s'engageait à la faire, et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui, preuve avec Michelet. Donc ça c'est quelque chose qui existait. C'est quelque chose qui, à mon sens aujourd'hui, je peux toujours en parler, j'étais pas là avant, donc c'est toujours facile, n'a pas été assez utilisé par la mairie. Donc nous aujourd'hui, ce qu'on a l'intention de faire est relativement clair. Premièrement, on veut rétablir une transparence sur la photographie aujourd'hui de Salon. On sait où sont les antennes. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas quelle est l'exposition. On a, je crois, 5 mesures sur la ville pour une 25 antennes implantées. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà négocié avec les opérateurs. On leur a dit, nous, on veut savoir combien on a. Donc ils sont d'accord pour aller avec nous. Donc prochainement, on doit leur fournir une liste des demandes de mesures qu'on veut. Bien sûr, ça va être phasé dans le temps. Ils ne vont pas pouvoir tout faire en même temps, mais on va établir nos priorités. On va demander des mesures. En termes de méthode de mesure, aujourd'hui, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on passe par des laboratoires accrédités. Alors, on n'a pas forcément choisi celui-là, donc peut-être qu'on réfléchisse. Par contre, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que c'est nous qui déclencherons les mesures auprès du laboratoire, sans informer l'opérateur. Ce qui n'était pas le cas avant, puisque c'est l'opérateur qui avait le lien avec le laboratoire. Donc là, c'est nous qui appellerons et qui diront tel jour on veut des mesures à tel endroit. Donc ça, c'est quand même un plus par rapport à ce qui pouvait exister avant en termes de transparence. Donc ça, c'est une des choses qu'on a prévu de faire. Deuxièmement, on a prévu de faire dès la rentrée une vraie campagne de sensibilisation de la population à l'utilisation du portable, parce qu'on a quand même bien entendu, il y a effectivement les antennes qui sont là pour couvrir, mais il y a quand même avant tout l'utilisation du portable, et je crois qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord, c'est que s'il y a risque, c'est encore plus au niveau du portable collé à l'oreille, et des jeunes, et de rester des heures à l'antenne. Et des femmes enceintes, on a vu. Et des femmes enceintes, et peut-être des personnes aussi fragiles, je ne sais pas. Donc là-dessus, nous on est une élue à la santé, on est très sensibilisé à ça, on a beaucoup de médecins dans l'équipe, on est en relation constante avec les médecins de l'ASEP, on a des élus qui sont adhérents de l'ASEP d'ailleurs. Donc on a prévu dès la rentrée septembre-octobre une grosse campagne de communication, de sensibilisation par rapport à l'utilisation du portable, expliquer aux gens que les enfants ne doivent pas avoir de portable. Voilà, donc ça c'est la partie sensibilisation. Troisièmement, ce qu'on a convenu de faire avec les opérateurs, c'est cette transparence qu'on va instaurer dès le départ en faisant une campagne de mesures, on voudrait la maintenir, c'est-à-dire qu'on va régulièrement se voir pour parler des projections, quels sont leurs projets, quels sont nos projets en termes de développement de ville, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on développe un quartier, la demande malgré tout de la population, c'est d'avoir une couverture, de pouvoir téléphoner portable, donc nous on va les informer de nos projets de déploiement et eux vont nous proposer des déploiements. Ce qu'on a dit, c'est que tout déploiement se ferait
après une simulation. Donc il y a moyen aujourd'hui de simuler un petit peu ce qui se passe lorsqu'on on dispose d'une antenne. Aujourd'hui, on n'a pas ces données de simulation. Hein. Souvent, on mesure sous l'antenne, mais on ne mesure pas ce qui se passe à 50 mètres, 100 mètres. Donc nous, on a dit clairement qu'on voulait voir plus clair. Donc on va fonctionner comme ça. Donc beaucoup plus de transparence entre nous. Voilà. Donc après, pour répondre au point précis de Michelet, on a également abordé ce point avec les opérateurs. Donc effectivement, à Michelet, on a des antennes qui sont très proches de l'école. Alors certains diront, comme on est juste en dessous de l'antenne, on est moins exposé que si on était juste en face. Donc là, aujourd'hui, nous, on n'a pas la, je dirais, on n'a pas la, on ne sait pas. Donc on est en train concrètement de voir avec eux ce qu'on peut proposer. Et on s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait proposer 3-4 scénarios qu'on soumettra à la population, entre autres aux parents d'élèves de Michelet et aux habitants du quartier Michelet, pour voir ce qu'il y a mieux de faire. Parce qu'aujourd'hui, si on a vu qu'on pouvait très facilement déplacer cette antenne et la mettre en face, sur un bâtiment qui est en face, sauf que nous, on n'est pas certain aujourd'hui, en faisant ça, qu'on expose moins les enfants. Voilà. Donc, je crois qu'il y a une réaction à droite. Voilà. Non, effectivement, c'est pas la bonne solution de le mettre en face. Je m'empresse de vous dire que ça fait partie de ce qu'on fait. On est prêt à vous assister si la mairie le souhaite. Parce que dans ce que vous dites, enfin, je reconnais certains trucs où les opérateurs vous ont raconté des choses qui ne sont pas vraies. C'est pas simplement le téléphone portable qui est dangereux, mais c'est une boucle, ça marche avec l'antenne relais. Donc plusieurs études montrent que même si on a moins en général près des antennes relais, c'est constant, et plusieurs études montrent que ce sont des processus cumulatifs. Donc c'est un ensemble qu'il faut mettre en place. Sur le fait que ce soit vous qui mandatiez les bureaux de contrôle, c'est bien, mais bon, il faudrait voir dans les détails pour s'assurer. Enfin, il y a quelques combines pour être sûr que les opérateurs ne sachent pas. Malgré tout, si vous aviez un partenariat, quel qu'il soit, avec le CRIREM, ça serait un élément de plus. Faire une campagne, ça c'est excellent, mais à condition qu'elle soit... parce que ce que vous avez l'intention de faire nous paraît absolument génial, on va dire. C'est pas assez fait, et malheureusement le ministère de la Santé n'en fait pas assez de ce côté-là. Voilà, donc si vous avez besoin de lumière, on peut dire, vous pouvez être en contact avec nous, soit directement, soit via Internet, pour qu'on puisse vous renseigner. Alors, il y a un autre point que je n'ai pas mentionné, et un autre levier qu'on est en train d'activer, c'est que, bon, je vous ai parlé des mesures qu'on va faire intramuros au niveau de la mairie. On a interpellé la préfecture et l'association des maires de France. Vous savez qu'au niveau de qu'il devrait y avoir normalement une commission... une commission départementale des antennes. Cette commission, bon, on s'est renseigné, elle n'est pas active sur le département. Donc nous, on a interpellé la préfecture et l'Union des maires pour activer cette commission dans l'espoir d'effectivement de pouvoir se faire assister, se faire expliquer et peut-être d'avoir un peu plus de poids éventuellement par rapport aux normes. Après, il y a un autre sujet qui nous interpelle, c'est que moi j'ai bien entendu que qu'il y a une boucle entre l'antenne et le téléphone, que finalement, plus l'antenne est loin, plus le téléphone va devoir émettre pour avoir une bonne réception. Donc finalement, ce n'est pas la solution forcément d'éloigner les antennes. Nous, aujourd'hui, on se dit peut-être qu'il faudrait démultiplier les antennes sur la ville pour qu'elles émettent moins et finalement avoir une couverture plus faible. Sauf qu'aujourd'hui, on a quand même un problème d'acceptabilité de l'antenne. Dès qu'on parle de mettre une antenne, on a quand même une réaction assez vite de la population. Donc là, on a peut-être besoin de plus d'éclairage aussi. Pour que ce soit, techniquement, pour que ce soit viable, si vous multipliez le nombre d'antennes avec les normes en vigueur, c'est plus dangereux. C'est plus dangereux si vous mettez plus d'antennes à l'heure actuelle avec les normes telles qu'elles sont fixées par décret, les 41, 58, 61 volts par mètre. En revanche, si vous demandez qu'il y ait un seuil maximum et indépassable et non moyen à Salon de Provence, qui soit le seuil sanitaire, à ce moment-là, c'est la bonne solution. Et nous, Robin, on s'engage aussi à venir le dire à la population, puisqu'on est connu sur le sujet, et si on dit il n'y a pas de souci, en général on est cru, et on sait faire la pédagogie là-dessus. Si c'est les normes actuelles, on dira que ce n'est pas une bonne solution. Par ailleurs, vous avez parlé de simulation.
Alors, les opérateurs disent qu'ils peuvent, souvent, disent qu'ils ne peuvent pas faire de simulation tri-opérateur, c'est faux. Ils l'ont fait récemment à Saint-Cyr-l'École, donc c'est parfaitement possible. Simplement, une simulation en soi n'a aucun intérêt dans la mesure où on veut dire on estime que ça ne sera pas plus que tant, et on vérifiera une fois que l'installation est mise en place. Il faut que ces simulations soient contraignantes, c'est-à-dire que ce soit un engagement des opérateurs de dire la population ne sera pas exposée à plus de temps, et si ça dépasse, on s'engage, nous, à faire ci ou ça, ou à démonter, ou à faire baisser. Il faut que ce soit contraignant, pas simplement, on va dire, une promesse électorale. Voilà, donc Cécile va vouloir prendre la parole, mais juste avant que Cécile prenne la parole, on va regarder la réaction des habitants. Juste après. C'est parti. Quelque chose à propos des antennes relais qu'il y a sur le toit de votre immeuble? Maintenant, moi, les toits de l'immeuble, ça ne me gêne pas trop. Il y a 2 ans de ça, on a fait une pétition sur les antennes, mais ça n'a pas marché. Parce que les gens se plaignaient, ils disaient que les antennes, ça leur donnait des cancers, des trucs comme ça, voilà. Et je ne vais pas dire plus. D'accord. Voilà. Et c'est très dangereux pour notre santé, et il y a des vieilles personnes. Et moi-même, je suis malade, j'ai des hernies discales, je suis diabétique à l'insuline, etc. Et là, je suis tout le temps fatigué. On dirait que j'ai 90 ans. Est-ce que les habitants ont essayé de faire quelque chose pour retirer les antennes? Ben, on a eu même le Provence, quoi. Il y a un bon moment, il y a une année ou deux. Et on a parlé avec la journaliste qui était là, et là, on n'a jamais eu de réponse positive, quoi. On a été dépourvus, on n'a même pas su qu'ils ont mis des antennes, et la plupart des gens ils sont malades ici. Même des collègues à moi, ils ont attrapé pas mal de radiations sur eux, et on n'est pas content du bâtiment, en fait, parce qu'on a fait quand même dépourvu, on a appelé des gens, on a fait le maximum, et tout se décroute. Même le bâtiment il tombe en vrac, et c'est pas normal, comme ils mettent des antennes, il y a plusieurs gens qui sont malades, ça va plus, et voilà, on nous fait payer des choses que c'est même pas à nous de payer, c'est d'enlever ça, parce que c'est pas bon, quoi. C'est très mauvais pour la santé, pour nous les enfants et beaucoup de gens. Qu'est-ce que vous attendez de l'OPAC? Ben, c'est-à-dire, nous on attend de l'OPAC qu'il fasse le nécessaire d'enlever ces antennes pour la santé des environnements, quoi. Parce que c'est surtout ça pour les enfants. Même mes enfants, ils ont pris un coup, ils font rien que de vomir, ils ont mal à la tête. Et la plupart des gens, ils sont touchés par ces réacteurs qui sont en haut. Il y a même le bâtiment qui tremble de partout. Et je ne sais pas pourquoi ils mettent ça sans nous avertir, sans nous dire quoi que ce soit. On ne vous a pas demandé une autorisation avant de mettre les antennes? Aucune autorisation, ni le bâtiment, ni à personne. Vous n'avez pas été informé donc? Aucun des bâtiments n'a été informé. Ça a été carrément la panique le jour qu'on a appris qu'ils ont mis ces antennes en haut, quoi. Voilà. Ils vous les ont imposés. Voilà, ils nous ont imposé comme ça, sans dire quoi et qu'est-ce, quoi. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez des antennes de téléphonie mobile qu'il y a sur le toit de votre immeuble? Ben oui, voilà, je suis locataire, j'habite au 9e étage. Je suis locataire, j'habite au 9e étage de la Tour Sophia. L'application de la loi, après. Et depuis 2002, l'OPAC a décidé de mettre des antennes sans le consentement des locataires. À vrai dire, ils ont mis juste une affiche disant qu'ils allaient mettre 1 ou 2 antennes, ne vous inquiétez pas. Voilà.
Par la suite, bon, les locataires n'étaient pas trop au courant non plus. L'OPAC a profité, peut-être de la situation, je ne sais pas, de la faiblesse des gens, peut-être, de continuer à mettre d'autres antennes. Ce qui fait d'avoir à peu près, je pense, 14 antennes sur le toit, ce qui est très important. Mais par la suite, j'ai fait des recherches sur les documentations concernant les antennes de téléphonie mobile. Il s'est avéré que c'est nocif. Rien que pour une seule antenne, normalement, il ne faut pas s'approcher de moins de 300 mètres. Alors, quels sont les effets dans votre vie quotidienne? Qu'est-ce que ça a changé, ces antennes-là? Sur le coup, bon, on n'a pas trop fait attention, mais quand on a vu que l'importance des antennes, j'ai commencé, comme je vous ai dit tout à l'heure, à faire des recherches et les effets bon, sont multiples et importants. Il y a l'effet du stress, ensuite l'effet de l'insomnie, maux de tête, parfois de nausées, qui a été constaté chez nous, chez des voisins, plusieurs voisins. Voilà. Et c'est-à-dire que quand on est exposé à un champ magnétique important, on est en quelque sorte exposé à ce champ magnétique. Voilà. Je ne sais pas comment dire ça, les ondes, on ne les voit pas. C'est un scandale ce qu'ils ont fait dans le bâtiment là. Après le loyer qu'on paye, on est maltraité, ça craque le partout, c'est un scandale. C'est pas pris en considération déjà. Aucune considération. C'est un scandale ce qui arrive ici. Et même les gens ils se plaignent, et l'OPAC ils disent que non. Mais c'est nous qu'on morfle tout le long. Mais c'est les petits, il y a une école pas loin aussi. Même les petits, les ondes, ceux qui les prennent ici, il y a une école, une maternelle et tout, on en école un peu. Les mamans qui commencent à gueuler, qui disent qu'il y a trop d'antennes, il y a des ondes qui vont partout. Donc les pétitions qu'on a faites, on a demandé à l'OPAC. L'OPAC, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont pris des mesures, mais bon, ils ont dit que ces mesures-là, c'était pas nocif. Et nous, on ne les croit pas du tout. Hein. Il y a quelqu'un qui a vu ces mesures? Moi-même, j'ai les papiers de l'OPAC à la maison. Mais bon, quand ils ont fait les mesures, ils ne nous ont pas appelés. Il n'y avait pas de témoins? Pas de témoins, pratiquement pas de témoins. Donc ils ont écrit ce qu'ils ont un peu voulu, quoi. Le résultat, on c'est... pense. Ils ne veulent pas les enlever de toute façon, il y en a 14, ils en ont rien à foutre, ils nous font payer les loyers, hein, et c'est pour être malade ici. Ils s'en foutent totalement, on a été les voir, on a été les trouver, ils ne veulent rien faire. Voilà. Alors, après, moi, j'en reviens. En ce qui concerne, on a demandé des aides à la mairie. En ce qui concerne la mairie, ils ont peut-être décidé de nous aider. Pour les entre eux, de toute façon, alors, ils ne veulent rien enlever. Je ne sais pas. Ils s'en foutent que les gosses soient malades, que les gens sont malades. Eux, ils n'y habitent pas ici. Ils n'en ont rien à foutre. Allez, payez, et soyez des rats de laboratoire, c'est tout. Et dans 20 ans, quand il y aura des cancers, qu'on sera tous malades, qu'est-ce qu'ils feront? Ce sera trop tard tout ça, voilà. C'est là qu'ils vont bouger, qu'ils vont les enlever, leur antenne. À Aubagne, pour une antenne à côté d'une école, ils l'ont enlevée. Nous, on en a 14 sur le toit. C'est une honte, ce qu'ils font. C'est honteux. En ce qui concerne pour les antennes, ça va être un peu dur, mais ils vont essayer de nous aider aussi pour les antennes. Le problème, c'est l'OPAC. Tu sais quoi, c'est à se demander s'ils ne touchent pas de l'argent pour leurs antennes. mais ils vont toucher de l'argent. C'est pour ça. Je me demande qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas les faire retirer, ces antennes-là. Ça doit leur ramener quelque chose. Alors, il faut payer les loyers aux gens, plus ils touchent encore pour rendre les gens malades. Bonjour madame, pouvez-vous me donner votre avis sur l'installation d'antennes GSM sur le toit des immeubles? Je pense que c'est très mauvais pour la santé des gens parce que les dernières études ont montré que ça pouvait donner le cancer à ceux qui étaient proches de ces antennes, des migraines, beaucoup de problèmes de santé quand même. Donc c'est mauvais.
Est-ce que vous vivez à proximité d'une antenne relais? Je sais pas. J'en sais rien si sur mon immeuble il y en a, sûrement. Si demain, là où vous habitez, on décide d'installer une antenne relais, quelle sera votre réaction? Je serais inquiète pour mes enfants. Parce que bon, comme c'est nocif, je pense que les enfants sont encore plus touchés par ce genre de choses. Ils sont plus fragiles. Voilà. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que si demain on implantait une antenne relais sur votre immeuble, vous seriez content ou pas? Non, pas du tout. Et pourquoi, s'il vous plaît? Parce que c'est interdit de porter les portables sur les oreilles, parce que les gens ils peuvent devenir sourds. Bonjour, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez des éventuels dangers de la téléphonie mobile? Je pense qu'on peut attraper le cancer, vu que le portable peut nous procurer des ondes au niveau du cerveau. C'est mon avis, ce que je pense. Est-ce que vous utilisez une oreillette? Non, pas du tout, mais on peut avoir la surdité, non, avec ça? Est-ce que vous avez déjà senti des effets néfastes du portable sur vous-même? Non, pas du tout. Non. Ça peut provoquer plein de choses et c'est pas très bon pour le cerveau. Surtout quand on dort, il faudrait pas qu'il y ait des ondes dans certaines... que ce soit avec la téléphonie mobile ou même la télé, etc. Je sais pas. Est-ce que vous utilisez une oreillette vous-même? Non, donc souvent j'utilise le téléphone. Est-ce que vous pouvez me donner votre avis sur les éventuels dangers de la téléphonie mobile? Je pense que ça peut rendre sourd déjà si le volume est vraiment haut, quoi. Est-ce que vous utilisez une oreillette? Non, pas du tout. Est-ce que vous êtes au courant des éventuels dangers des installations d'antennes relais sur les toits des immeubles? Non. Est-ce que vous en avez déjà vu? Non. Si, c'est les antennes satellites, non? Les antennes relais GSM. Non, pas du tout. Si, moi je pense que les ondes ne sont pas forcément bien. Parce que j'ai vu une vidéo sur internet, c'est qu'ils mettent un grain de maïs avec 4 téléphones autour. Et quand ils appellent sur les 4, ça donne du popcorn. Donc c'est que les ondes, je sais pas, c'est pas très normal quoi. Alors, de retour sur le plateau. Donc évidemment, on a terminé par un petit canular qui était passé sur Internet, sur le popcorn, qui restait quand même une petite canular, mais la preuve quand même que même si c'est un wax, canular Internet, ça reste bien présent dans les esprits. Alors, en fait, c'était un truc mis en place par une société qui vend des oreillettes sans fil Bluetooth, dont je m'empresse de dire qu'ils sont pas bons pour la santé, mais c'était pour vendre ce truc-là. Et je vous rappelle, la bonne solution, c'est avec oreillette et pas en voiture. Non, pas pour les enfants, absolument pas pour les enfants de moins de 15 ans. Pas en voiture, pas dans les bus, pas dans les ascenseurs, pas dans tout ce qui fait cage de Faraday, parce que non seulement le téléphone émet encore plus, mais il y a réflexion d'émission sur les parois métalliques, et donc vous exposez tous les gens qui sont autour de vous. On peut même parler dans ce cas-là de téléphonisme passif. voilà, donc le petit rappel de prévention. Alors je crois que Cécile voulait réagir par rapport à ce qui a été dit juste avant le reportage, et après il y aura monsieur qui veut poser une question. Alors vas-y Cécile. Bah oui, pour ma part, j'ai bien pris note par rapport à ce que nous avions demandé au niveau de la mairie. Toutefois, je trouve que les enfants au niveau de Michelet, donc il y a quand même 400 enfants et qui reçoivent 4 volts et demi. Et vu tout ce qu'on vient d'entendre, il faudrait que ce soit 0,6. Donc c'est quand même 800 fois plus. Ça fait déjà 6 mois. Et je pense que c'est déjà beaucoup. Et là, il va falloir faire beaucoup mieux que ce que vous nous avez annoncé. Donc je pense qu'on prendra rendez-vous par la suite. Je pense que vous avez noté qu'on vous a annoncé qu'on était en train de regarder spécifiquement le cas de l'antenne Michelet. On ne voulait pas la déplacer pour empirer la situation. Donc on est en train de faire des propositions d'implantation parce qu'il faut trouver les endroits pour mettre cette antenne. Et derrière, on va regarder combien on expose les enfants une fois qu'on aura déplacé. Donc ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Alors, il y avait une question donc,
ici. Donc, nouvelle question. Alors voilà, j'ai beaucoup appris pendant cette émission, et si j'ai bien compris, en admettant que les études qui sont officielles, quoi, enfin qui sont admises maintenant comme preuve, que c'est néfaste pour la santé. Donc il y a les organisations, les syndicats et les opérateurs qui se mettent ensemble d'accord pour choisir s'ils veulent implanter sur tel immeuble ou pas. Sachant que, grosso modo, les habitants du dernier étage sont les premiers en première ligne. Mais à un moment donné, j'imagine que c'est pas des tuyaux en plomb, c'est une antenne relais, ça passe par l'urbanisme. C'est sur la table, on dit oui, on dit non. Sans vous, rien n'est possible. Et je pense que, sur le point de vue légal, maintenant, je suis pas juriste, mais je pense qu'on peut largement se retourner contre vous. Ouais. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous laisser dire que tout est possible. Aujourd'hui, ce sont des bailleurs privés. Si le bailleur privé accepte de mettre une antenne, on a un plan local d'urbanisme qui définit des hauteurs qui sont acceptables. Si ça rentre dans ce plan local d'urbanisme, on ne peut pas nous empêcher. Tout ce qu'on peut faire, ça se fait par la concertation. Aujourd'hui, on a pris également contact avec les bailleurs sociaux pour améliorer la concertation avec les habitants et avec la mairie, parce que certaines fois, effectivement, il y a eu des tentatives d'installation où la mairie n'a pas forcément été informée, ce qui n'est pas conforme à la charte qui a été signée. Mais bon, il faut savoir que là, on est en train de refuser l'implantation d'antennes parce que la procédure n'a pas été respectée. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est solliciter plus de concertation, c'est discuter avec eux. Mais juridiquement, aujourd'hui, si vous décidez de mettre une antenne sur votre maison parce que... Attendez, passe en micro. Jérôme, Roy des Places. En fait, c'est ce que je voulais savoir, mais peut-être que vous êtes délégué à l'environnement et donc c'est peut-être pas votre domaine de compétence. Mais peut-être, je voulais juste savoir si en fait l'implantation de ce type d'antenne tombait sous le coup d'une autorisation d'un permis de construire. Ça dépend de la hauteur de l'antenne. Voilà. Alors la question qui était sous-jacente, si aujourd'hui il est prouvé qu'il y a un problème sanitaire, donc il y a forcément un préjudice de santé publique qui s'ouvre. Est-ce que le citoyen, devant ce préjudice, peut être amené à peut-être solliciter aussi la justice pour dire aujourd'hui, ça pose deux questions. Est-ce que le problème sanitaire étant révélé, qui est responsable de l'exposition et qui devra répondre à ce problème? Je sais qu'il reste 1 minute. On aura certainement, comme les matchs de l'Euro, une petite prolongation pour les arrêts de jeu. Donc, quels sont aujourd'hui qui portent cette responsabilité? Là, on a parlé d'une responsabilité des élus, des élus des collectivités locales. Sont-ils prêts eux-mêmes à assurer ce type de responsabilité? Et la deuxième chose, on n'a pas parlé, est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir aussi des zones dites blanches où il n'y aurait pas d'émissions électromagnétiques? Alors on va répondre à mesure, en sens inverse des questions que vous avez posées. Les zones blanches, oui, il faudra en avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont électro-hypersensibles. C'est quelque chose de reconnu en Suède, c'est-à-dire des gens qui, à force d'être exposés, développent une forme d'allergie. Donc ils ne peuvent pas être à côté d'un portable. Il y a une électro-hypersensible qui est très connue, qui s'appelle Madame Gro Harlem Brundtland, qui est ancienne directrice de l'Organisation mondiale de la santé, qui ne pouvait plus s'approcher d'un téléphone portable. Et elle s'était livrée à une expérience qu'elle a relatée dans la presse, c'est-à-dire que quand ses collaborateurs qui eux avaient des portables rentraient dans son bureau, elle pouvait dire à coup sûr si leur téléphone était ouvert ou bien éteint. Voilà, donc c'est ce type de sensibilité. Donc effectivement, c'est reconnu comme un handicap en Suède et on peut pas tourner le dos à la population des électro-hypersensibles. Les procès sur les motifs sanitaires. Alors, pour ce qui concerne les maires, sauf le maire de Paris, qui c'est un peu particulier, là c'est la préfecture la préfecture de Paris, qui est responsable en matière de police sanitaire, mais évidemment, dans tout le reste du territoire, ce sont les maires. Donc, effectivement, ils ont une obligation, une responsabilité en matière de police sanitaire. Maintenant, est-ce qu'on peut aller en justice en invoquant le problème sanitaire? Je fais un rapide retour sur l'amiante. L'amiante, c'est en 1896 que la première alerte est lancée. En 1906, le premier rapport qui montre que c'est dangereux est fait. À partir de 1950, ça n'est absolument plus contestable. On l'a dit en 1970, c'est interdit en Angleterre par exemple. En 1996 seulement, ce sera interdit en France.
Et dans le cadre de l'amiante, il y avait un organisme qui s'appelait le CPA, le Comité Permanent Amiante, qui étaient des scientifiques payés par l'industrie, qui sortaient des brochures qui s'appelaient Amiante, fibre de la terre pour faire écolo, et qui servaient à ce qu'on ne reconnaisse pas le problème sanitaire. On a le même processus en France à l'heure actuelle. Les experts officiels sont non seulement pour certains d'entre eux ceux qui ont mis au point ces normes dans le cadre de la recommandation européenne et qui sont donc en lien avec les industriels du secteur, mais ce sont également, ils sont présents sur tous les rapports qui ont été faits en France, que ce soit au niveau de l'AFSET ou encore maintenant, pour aller vite puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, au niveau de la Fondation Santé Radiofréquence, qui est en fait une pompe à finance de l'argent à la fois public et privé sur le domaine. Donc tant que le savoir, un peu comme le nuage de Tchernobyl, vous vous souvenez, qui était censé avoir été bloqué par la frontière française, tant que ces scientifiques officiels sont ceux que l'État écoute, on ne peut pas aller en justice sur le problème sanitaire. Parce que ce sont eux qui font la pluie et le beau temps au niveau officiel. En revanche, en justice, il faut aller sur les problèmes de troubles anormaux du voisinage, parce que maintenant, les juges commencent à bouger, ce sont des citoyens comme vous et moi, ils entendent de plus en plus parler de ce problème, et maintenant, d'après certains avocats avec qui je suis en contact, ça commence à bouger de ce côté-là. Mais pour le problème en justice de la responsabilité sanitaire des industriels, tant que ces scientifiques tiennent le haut du pavé, tant que ce n'est pas officialisé, c'est cette preuve qui existe, on ne peut rien faire. Voilà, donc ce sera donc un débat important aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris un peu plus sur les problématiques que soulève le téléphone. Alors, il y avait une question là-bas, mais vraiment 30 secondes. Hein. Allez-y, je me déplace. 30 secondes. Bonjour, je m'appelle Kediri Riyad. J'habitais à la fameuse tour. J'ai attrapé un cancer, Hodgkin's. J'ai déménagé. Bon, maintenant ça va mieux, mais bon, il y a toujours les antennes et je suis à 20-30 mètres des antennes. Et il y a l'école à côté, l'école Saint-Norbert. Et la population, voilà, je tenais à le dire, voilà. Donc un témoignage de plus de préoccupation d'habitants sur ces antennes, ça sera le mot de la fin. Eh bien, merci d'avoir eu le courage de témoigner, parce que je sais que c'était pas facile. Merci à toute l'équipe d'Odozone Télévision, merci à tous les invités. Le profil. Le profit que génère tout ça. Oui, alors juste un mot sur le profit. Les bénéfices, depuis 1996, ils ont été multipliés par 10. La part de la téléphonie mobile dans la richesse nationale dépasse celle de l'aéronautique civile. Donc évidemment, il y a des intérêts financiers en jeu colossaux. Donc les intérêts peuvent dire que en fait, les bailleurs, tout ce qui est bailleurs, attendez, n'ont même pas les moyens, ne serait-ce que... En fait, leur budget annuel est peut-être, je dirais, à peu près un dixième du budget de chez SFR ou Bouygues ou LCI1. C'est minime. Donc, qu'est-ce que peut faire un bailleur ou un maire, par exemple, contre une multinationale ? Alors si, ils peuvent faire des tas de choses parce qu'ils peuvent s'appuyer. Écoutez, nous on est une simple association, on a été poursuivis en justice, on a gagné au pénal. Ça fait depuis 7 ans et demi qu'on se bagarre là-dessus, c'est pour ça que les opérateurs sont pas venus aujourd'hui parce qu'ils ont été invités. Ils ne veulent plus nous rencontrer, donc nous on n'est rien, on est des moucherons et pourtant on arrive à leur faire peur. Une collectivité locale peut faire bien plus, elle peut s'appuyer sur la population en l'informant, elle peut communiquer par voie de presse et s'il y a une chose sur laquelle on peut intervenir, c'est sur l'image de l'industrie. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à tous et bonne fin de journée. Voilà. Merci à tous les invités. J'espère qu'on aura l'occasion à un nouveau plateau de pouvoir aborder ces problèmes-là et d'évaluer les avancées qui ont lieu sur la ville de Salon. Merci au Canourg et à son centre social de nous avoir accueillis aujourd'hui et passez une bonne fin de journée. Au revoir. Thank you.